À 23 ans, mes parents m'ont coupé les vivres pour avoir épousé mon petit ami soudeur. Un homme qui soude l'acier fera honte à cette famille, disait-il. Il n'est pas parti. Nous nous sommes mariés sans personne de mon côté. Après 16 ans de silence, ma mère est apparue à ma porte, en pleurant et en tremblant. Ton père a besoin d'eux. Ma mère avait l'habitude de dire que l'amour est inconditionnel. Elle avait cette phrase encadrée sur le mur de son bureau, entre ses 2 diplômes de médecine et une photo d'elle serrant la main du maire de Dallas. Je l'ai cru pendant 23 ans. Puis je suis tombé enceinte d'un soudeur nommé Derek Cole et j'ai découvert exactement quelles étaient ses conditions. Je dois commencer un peu avant cela, car l'histoire de la désintégration de ma famille n'a pas commencé le jour où je leur ai parlé du bébé. Elle a commencé des années plus tôt, dans la façon dont mon père regardait les hommes qui réparaient les choses dans notre maison. Le plombier, l'homme qui réparait la clôture après la tempête, l'électricien qui refaisait le câblage de la cuisine. Il ne les regardait jamais. C'est la façon la plus précise dont je puisse le dire. Ils existaient à la périphérie de sa vision, comme des meubles. Utiles, invisibles, certainement pas le genre d'homme que sa fille ramènerait à la maison. Mon père était le docteur Charles Ashworth, chirurgien cardiothoracique au centre médical de l'université Baylor. 22 ans à ouvrir des poitrines et à tenir des cœurs dans ses mains. Il était bon dans son travail. Je ne lui enlèverai pas cela. Il a sauvé des vies. Il croyait aussi, avec la même certitude qu'il appliquait aux procédures chirurgicales, qu'il y avait un ordre correct dans le monde et que notre famille se situait près du sommet. Ma mère, la doctoresse Patricia Ashworth, dirigeait un cabinet privé d'obstétricienne gynécologue dans le quartier d'Uptown à Dallas. Elle était chaleureuse avec ses patients d'une manière qu'elle n'était pas toujours à la maison. J'avais l'habitude de penser que c'était parce qu'elle donnait tellement d'elle-même au travail qu'il n'en restait plus assez le soir. Maintenant, je pense que c'était tout autre chose. Je pense que la chaleur humaine était pour elle un outil professionnel. Quelque chose qu'elle déployait quand cela servait un but. J'étais leur enfant unique, ce qui signifiait que tout reposait sur moi. Chaque attente, chaque plan, chaque avenir soigneusement construit atterrissait sur mes épaules. Le plan était simple. Je terminerai mon diplôme de biologie à l'université du Texas à Austin. Je postulerai dans une école de médecine, de préférence celle du sud-ouest de l'université du Texas, assez proche pour rentrer à la maison le week-end. Je me spécialiserai. Ma mère préférait l'obstétrique et la gynécologie. Mon père préférait la cardiologie. Et ils faisaient discrètement pression pour leurs positions respectives depuis que j'avais environ 15 ans. J'épouserais quelqu'un de convenable, idéalement un médecin, un avocat au grand minimum. Nous produirions des petits-enfants qui poursuivraient la tradition de réussite des Ashworth. Personne ne m'a demandé si je voulais tout cela. C'était simplement supposé, comme la gravité est supposée. On n'en discute pas. C'est juste là. J'ai rencontré Derek lors d'une fête dans une maison l'été avant ma 3e année d'université. Il était là parce que son colocataire de l'époque connaissait l'hôte. Il n'était pas étudiant. Il avait 25 ans et était déjà engagé depuis 2 ans dans son apprentissage de monteur de structures métalliques et de soudeur. Il se tenait dans le coin du jardin de quelqu'un, tenant une bière, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de la raison de sa présence. Je me suis approché de lui parce qu'il avait l'air d'être comme moi, légèrement déplacé, mais légèrement amusé par cela. Nous avons discuté pendant 4 heures. Il avait lu plus de livres que n'importe qui à cette fête, ce qui m'a surprise, puis m'a embarrassé d'avoir été surprise. Il était drôle d'une manière discrète. Il était honnête d'une manière presque saisissante quand je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il me l'a dit simplement, sans l'adoucissement à moitié désolé que j'apprendrais plus tard que certaines personnes attendaient. Il était fier de son travail. Il disait qu'il y avait quelque chose dans le fait de fabriquer une structure qui tiendrait pendant 50 ans qui lui semblait plus réel que tout ce qu'il pouvait imaginer faire. Je suis rentré chez moi en pensant à lui. C'était nouveau pour moi. Nous sommes sortis ensemble discrètement pendant 8 mois avant que j'en parle à mes parents. Je repoussais toujours l'échéance car je savais déjà ce qui allait arriver et une partie de moi voulait protéger ce que nous avions le plus longtemps possible avant que cela ne soit contaminé par leur opinion. Quand je leur ai finalement dit, lors d'un dîner dominical en février, avec le rôti de bœuf de ma mère et la belle vaisselle en porcelaine, le silence a duré si longtemps que je pouvais entendre le ronflement du réfrigérateur depuis la salle à manger. Mon père a posé sa fourchette. Que fait-il? Il est soudeur,
Monteur de structures métalliques. Un autre silence. Ma mère a regardé son assiette. Megan, commença-t-elle. Mon père utilisa le ton particulier qu'il réservait aux situations qu'il jugeait indignes d'une discussion sérieuse. Tu as 23 ans. Tu es à 6 mois de l'obtention de ton diplôme. Tu as un avenir que la plupart des gens dans ce pays donneraient tout pour avoir. Et tu veux ramener un ouvrier pour Thanksgiving. Je veux que vous le rencontriez, ai-je dit. C'est tout ce que je demande. Je sais ce que tu demandes, a-t-il dit. Tu nous demandes de faire semblant que c'est acceptable. Ma mère a tendu la main et a touché la mienne. Ma chérie, tu es jeune. Ces choses arrivent. Mais ce n'est pas la vie pour laquelle nous t'avons élevé. C'était le moment où j'aurais dû me lever et partir. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise là pendant encore 2 heures pendant qu'ils présentaient leurs arguments, ce qui incluait, et je veux être précise ici parce que j'ai rejoué cette scène de nombreuses fois, une comparaison détaillée entre ce qu'un soudeur gagne sur une vie et ce qu'un médecin gagne. Une mention de ce que penseraient les Henderson, des amis de la famille que je connaissais à peine. Ma mère a suggéré presque doucement que Derek et moi pourrions peut-être poursuivre notre amitié en privé pendant que je me remettrais sur les rails. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai appelé Derek et je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit, « Que veux-tu faire ?» C'est là que j'ai su que je ne le laisserais pas partir. 5 semaines après ce dîner, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je suis restée assise sur le sol de la salle de bain de mon appartement pendant longtemps. Je n'étais pas exactement paniqué. Je calculais, comme on le fait quand quelque chose d'énorme arrive et que votre cerveau décide de résoudre la logistique immédiate avant de vous permettre de ressentir quoi que ce soit. J'en étais à 8 semaines. Je terminais mon diplôme dans 4 mois. Derek venait d'être promu dans son équipe. Tels étaient les faits. J'en ai parlé à Derek en premier. Il s'est assis en face de moi à la table de ma cuisine et est resté silencieux pendant environ 30 secondes. Puis il a dit, « D'accord, quoi que tu veuilles faire, je suis là. Mais je veux que tu saches que je veux cela. Je te veux toi. Je veux tout cela si tu veux bien l'avoir avec moi. » Nous nous sommes fiancés 3 semaines plus tard. J'en ai parlé à mes parents en personne parce que je leur devais bien cela. Même à ce moment-là, je leur ai dit ensemble dans leur salon, un mardi soir. Je leur ai dit que j'étais enceinte, que Derek et moi allions nous marier, que j'allais terminer mon diplôme et décider du reste à partir de là. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas mon père. De combien de temps ? A-t-il demandé. 8 semaines. Ce qui a suivi a été la conversation que j'avais redoutée toute ma vie d'adulte sans le savoir. Mon père parlait sur le ton mesuré et clinique qu'il utilisait pour les diagnostics difficiles. Il y avait des options, disait-il. Cela n'avait pas à définir ma vie. J'étais assez jeune pour que cela puisse être simplement quelque chose qui était arrivé et qui avait été résolu, et personne en dehors de cette pièce n'avait besoin de le savoir. Il pouvait passer un appel. Ma mère connaissait des gens. Cela serait géré discrètement. J'ai regardé ma mère qui pleurait toujours et j'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Non, ai-je dit. Megan, commença mon père. J'ai dit non. Mon père s'est levé. Il n'était pas un homme qui élevait la voix. Il ne l'a pas élevé à ce moment-là. Ce qu'il a fait était pire. Il a parlé très doucement, très calmement. Et il m'a dit que si je sortais de cette maison, si j'épousais Derek Cole et si j'avais ce bébé, je serais livré à moi-même complètement, financièrement, pratiquement, de toutes les manières possibles. Qu'il n'assisterait à aucun mariage. Qu'il ne serait pas présent pour la naissance. Qu'il ne serait intégré à aucune vie que je choisirais de construire avec un homme qui soudait des poutres en acier pour gagner sa vie. Il a dit qu'ils avaient investi 23 ans dans un avenir pour moi et qu'ils ne me regarderaient pas le gâcher. Ma mère n'a rien dit. Elle a regardé ses mains. J'ai pris mon sac et je suis sorti. Derek et moi nous sommes mariés au palais de justice du comté de Danton un jeudi matin d'avril. Ses parents étaient là. Sa mère portait une robe jaune et a pleuré de bonnes larmes. Son père a serré la main de Derek puis l'a attiré dans une étreinte qui a duré longtemps. Ma colocataire d'université, Britt, se tenait à mes côtés comme témoin. Elle avait pris une demi-journée de congé de son travail en marketing et avait apporté des fleurs de l'épicerie. Des tulipes jaunes.
Elles étaient parfaites. Il n'y avait pas une seule personne de mon côté de la famille. Notre fille, Lily-Ann Cole, est née en octobre et pesait 7,4 livres. Elle avait les yeux sombres de Derek et, selon Britt, mon expression têtue dès les 5 premières minutes. J'ai appelé mes parents de l'hôpital. Ma mère a répondu. Je lui ai dit qu'elle avait une petite fille. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que j'éloigne le téléphone de mon oreille pour vérifier si l'appel n'avait pas été coupé. Puis ma mère a dit, « J'espère que vous êtes toutes les deux en bonne santé. » Et elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Les années qui ont suivi ont été difficiles, comme il est difficile de partir de rien. Pas de façon dramatique ou cinématographique, juste le lent labeur de tout comprendre sans filet de sécurité. Derek travaillait de longues heures et j'ai terminé mon diplôme, puis j'ai passé 6 mois à postuler avant de décrocher un poste de coordinatrice de facturation médicale dans un groupe hospitalier régional. J'étais doué pour cela. Je comprenais le côté clinique d'une manière que la plupart des membres du personnel de facturation ne comprenaient pas. En 3 ans, j'étais passé au travail de conformité, auditant les pratiques de codage, m'assurant que la documentation était exacte, veillant à ce que les patients ne soient pas facturés pour des procédures non effectuées ou mal codées d'une manière qui se retournerait contre les prestataires. Je veux être clair sur ce qu'est réellement la conformité de la facturation médicale, car cela compte pour la suite de cette histoire. Mon travail n'était pas d'économiser de l'argent aux patients, bien qu'un codage précis ait parfois cet effet. Mon travail consistait à m'assurer que le dossier médical disait la vérité, que ce que le médecin documentait correspondait à ce que le codeur soumettait, que la facturation était défendable et que l'hôpital était protégé juridiquement. C'était un travail minutieux. Cela exigeait de connaître à la fois le langage clinique et les systèmes administratifs, et cela demandait une sorte d'obstination particulière pour que les choses soient exactement correctes. Il s'est avéré que j'en avais à revendre. Derek a également fait progresser sa carrière. Il est passé à l'inspection et à la supervision de projets. Puis, au bout de 6 ans, lui et un partenaire ont lancé leur propre entreprise de soudure structurelle. Il n'y avait que 3 personnes au début, Derek, son partenaire Marcus et un autre soudeur. Au moment où Lily était au collège, ils avaient 14 employés et des contrats avec 2 promoteurs commerciaux dans la région de Dallas-Fort Worth. Il était doué pour le côté commercial d'une manière qu'il n'avait pas soupçonnée. Il était encore meilleur dans le travail lui-même. Les clients lui faisaient confiance parce que quand Derek disait qu'une structure était solide, elle l'était, et il ne signait rien qui ne le fût pas. Nous avons acheté une maison à Frisco quand Lily avait 7 ans. Rien d'extravagant. 4 chambres, un grand jardin, une cuisine que Derek a rénovée lui-même pendant 2 étés. Lily a grandi en grimpant aux chaînes à l'arrière, en lisant tout ce qui lui tombait sous la main et en posant des questions qui étaient franchement épuisantes de la meilleure façon possible. Elle était vive, curieuse et d'une franchise presque déroutante, autant de traits qu'elle semblait avoir hérité de nous deux à parts égales. Je pensais à mes parents parfois, moins au fil des ans, mais jamais totalement oubliés. Lily demandait occasionnellement, quand elle a été assez grande pour comprendre la forme de ce qui manquait, pourquoi elle avait des grands-parents du côté de son papa mais pas du mien. Je lui ai dit la vérité par petits morceaux adaptés à son âge. Que mes parents et moi avions eu un désaccord sérieux avant sa naissance. Qu'ils avaient fait des choix qui m'avaient blessé. Que j'avais essayé de les joindre une fois et qu'ils n'avaient pas répondu, et que j'avais fait la paix avec cela. Elle l'a accepté avec le pragmatisme particulier d'un enfant qui s'est toujours senti pleinement aimé. Elle ne portait pas la blessure parce que j'avais veillé à ne pas la lui transmettre. Ce que je ne lui avais pas dit, parce que je ne le savais pas encore, c'était comment l'histoire allait se terminer. Lily avait 15 ans, elle était en seconde au lycée et parlait déjà de faire médecine avec une conviction qui me serrait le cœur d'une manière complexe quand mon téléphone a sonné un soir de novembre. Un numéro inconnu avec un indicatif régional de Dallas. J'ai failli ne pas répondre. La voix de ma mère était plus petite que dans mes souvenirs. C'est la première chose que j'ai remarquée. Patricia Ashworth avait toujours occupé une pièce par sa voix. De la même manière qu'elle l'occupait par sa posture, pleinement, délibérément, sans excuse. La femme au téléphone ressemblait à quelqu'un qui avait été lentement compressé. Megan, c'est ta mère. Je me tenais dans ma cuisine avec un torchon à la main et je n'ai rien dit pendant un moment. Je sais, ai-je fini par dire. J'ai besoin de te parler. Je sais que je n'ai aucun droit de te le demander, mais s'il te plaît. Elle a demandé si elle pouvait venir à Frisco. Je lui ai dit que je la rencontrerais dans un endroit neutre.
Nous avons convenu d'un café que je connaissais, public, banal, facile à quitter si nécessaire. Elle paraissait plus vieille. 16 ans, c'est long. Ses cheveux étaient devenus gris, elle était plus mince que dans mes souvenirs, et elle tenait sa tasse de café à 2 mains comme si elle avait besoin de sa chaleur. Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle m'a dit que mon père avait reçu un diagnostic de maladie rénale en phase terminale 3 ans plus tôt. Ses 2 reins lâchaient lentement, résultat d'une combinaison d'hypertension qu'il n'avait jamais prise assez au sérieux et d'une interaction médicamenteuse passée inaperçue pendant trop longtemps. Il était sous dialyse depuis 14 mois. Il était sur la liste de transplantation. Son état déclinait. J'ai écouté et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas tout à fait de la sympathie et pas tout à fait l'absence de celle-ci. Quelque chose entre les deux. Puis elle m'a raconté le reste. Le cabinet était en difficulté depuis des années avant le diagnostic. Des changements dans les remboursements, la charge administrative des nouveaux systèmes de codage, 2 procès pour faute professionnelle, tous 2 réglés à l'amiable et coûteux. Mon père avait pris sa retraite anticipée sous la pression du conseil d'administration de l'hôpital à la suite d'un incident que ma mère a décrit avec prudence et brièveté. Il s'était automédicamenté avec des analgésiques sur ordonnance, initialement pour une blessure au dos après une intervention, puis plus seulement pour cela. Le conseil de l'ordre des médecins n'avait pas révoqué sa licence, mais l'entente tacite était que sa carrière chirurgicale était terminée. Ils avaient épuisé la majeure partie de leurs économies en frais juridiques, en coûts pour son programme de traitement et pour l'hypothèque d'une maison qui était désormais trop grande pour 2 personnes vieillissantes et trop endettées. J'ai pensé au dicton encadré sur le mur de son bureau. L'amour est inconditionnel. Pourquoi me dis-tu tout cela? Ai-je demandé. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis que je m'étais assise. Parce que tu es compatible, a-t-elle dit. Nous avons fait un bilan génétique quand il a été inscrit sur la liste pour la première fois. Nous avions encore tes informations de quand tu étais enfant, ton groupe sanguin, certains dossiers. Tu es un donneur potentiel. Nous ne voulions pas te contacter sans savoir. Un coordinateur de transplantation pourrait faire une évaluation complète. Tu devrais donner ton consentement. Évidemment, tu devrais. Maman, ai-je dit pour l'arrêter. Tu me demandes de lui donner un rein. Je te demande de l'envisager. Après 16 ans. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Je sais que vous n'êtes pas venu à mon mariage. Vous n'êtes pas venu quand Lily est née. Je t'ai appelé de l'hôpital et tu as dit que tu espérais que nous étions en bonne santé et tu as raccroché. Je t'ai envoyé une photo d'elle quand elle avait 2 semaines. Tu n'as pas répondu. J'ai essayé une fois de plus quand elle avait 1 an et j'ai reçu une carte en retour. Une carte avec 100 € à l'intérieur et sans adresse de retour. Ma mère a fermé les yeux. Je ne demande rien d'autre que tu l'envisages. Elle a ajouté, tu peux dire non. Je comprendrai parfaitement si tu dis non. Est-ce qu'il sait que tu es là? Un silence. Non, il ne sait pas que je te le demande. Il ne demanderait jamais, a-t-elle dit. C'est pourquoi je devais être celle qui viendrait. Il est trop fier. Même maintenant, il préférerait. Elle s'est arrêtée. Sa voix s'est brisée d'une manière petite et contrôlée. C'est mon mari, Megan. Je sais ce qu'il a fait. Je sais ce que nous avons fait tous les deux. Je ne suis pas ici pour prétendre le contraire. Je demande simplement. Je suis rentré chez moi et je suis resté assise dans l'allée pendant 20 minutes avant d'entrer. Derek était à la table de la cuisine en train de revoir les spécifications d'un projet. Quand je suis entré, il a levé les yeux, a lu mon visage comme il avait appris à le lire au cours de 17 ans de mariage, et a posé son stylo. Je lui ai tout raconté. Il a écouté comme il écoutait toujours, complètement, sans se précipiter vers des conclusions. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Que veux-tu faire ?» Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Alors prends le temps de le découvrir. J'ai appelé la coordinatrice de transplantation à Baylor. J'ai dit que j'étais intéressé par une évaluation et que j'avais besoin que le processus me soit expliqué clairement et complètement avant d'accepter quoi que ce soit. La coordinatrice a été professionnelle et minutieuse. Elle m'a expliqué ce qu'impliquait un don de rein de son vivant, les tests, la chirurgie, la convalescence, les implications à long terme, les résultats statistiques pour les donneurs. Elle a été honnête sur les risques.
Elle a aussi été honnête sur le fait qu'à mon âge et avec ma santé apparente, je serais probablement une excellente candidate si la compatibilité se confirmait. Je suis allé faire les analyses de sang préliminaires. Je n'en ai parlé à personne sauf à Derek. Les résultats sont tombés 2 semaines plus tard. J'étais une compatibilité forte. Je suis resté avec cette information pendant 4 jours. J'ai pensé à mon père de la même manière qu'on pense à quelqu'un à qui on a essayé de ne plus penser, par morceaux, de côté, jamais directement. J'ai pensé à l'homme qui avait regardé Derek de la même façon qu'il regardait le plombier. J'ai pensé à la voix qui m'avait dit calmement et sans cruauté, ce qui rendait la chose encore pire, que je pouvais simplement résoudre cette situation et revenir sur le bon chemin. J'ai pensé à ma mère assise dans son fauteuil de bureau ne disant rien. J'ai aussi pensé à la jeune fille de 15 ans dans la chambre au bout du couloir qui me posait des questions auxquelles je n'avais parfois pas de bonnes réponses, qui parlait déjà du genre de médecin qu'elle voulait devenir, qui avait grandi en sachant qu'elle était désirée et aimée. Et que ses parents s'étaient choisis délibérément et complètement. J'ai pensé à ce qu'elle méritait de savoir. J'ai parlé à Lily. Je lui ai tout dit, pas une version simplifiée, la version réelle, aussi honnêtement que je pouvais le raconter. Elle s'est assise sur le canapé à côté de moi et a écouté avec cette immobilité concentrée qu'elle avait quand quelque chose comptait. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis-je la rencontrer ? A-t-elle demandé. Ta grand-mère ? Oui. J'ai organisé la rencontre. Au café encore une fois. Le même. Lily s'est assise en face de ma mère et l'a étudiée avec une franchise qui mettait manifestement ma mère mal à l'aise. Puis elle a posé des questions, mesurées, spécifiques, plus dures que ce que je pense ma mère avait anticipé d'une enfant de 15 ans. Elle a demandé pourquoi ma mère n'était pas venue la voir à sa naissance. Elle a demandé ce qui avait changé. Elle a demandé si mon père était désolé ou s'il était juste malade. Elle a demandé à ma mère de but en blanc si elle pensait que Derek était un bon mari et un bon père et si son opinion à ce sujet avait changé parce qu'il avait bâti une entreprise prospère, ou parce que le temps avait passé, ou parce qu'elle avait réellement reconsidéré ses croyances. Ma mère a eu du mal avec cette dernière question. Elle a donné une réponse assez honnête pour respecter le fait qu'elle n'en était pas sûre, qu'elle avait eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'elle valorisait et si ses valeurs avaient été les bonnes, et qu'elle ne pouvait pas prétendre être arrivée à des conclusions nettes. Lily a hoché la tête lentement comme si elle enregistrait cela. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Je pense qu'elle est sincèrement désolée, a dit Lily. Je pense aussi que le regret ne signifie pas automatiquement que les choses changent. Elle a regardé par la fenêtre. C'est ta décision, maman. Pas la sienne, pas celle de grand-père, la tienne. J'ai appelé ma mère la semaine suivante. Je lui ai dit que j'avais terminé l'évaluation préliminaire et que j'étais une compatibilité compatible. Je lui ai dit que j'y avais réfléchi soigneusement et que je n'allais pas procéder au don. Ma mère n'a rien dit pendant un long moment. Je veux t'expliquer quelque chose, ai-je dit. Pas pour être cruel, mais parce que je pense que tu mérites une réponse honnête plutôt qu'une absence de réponse. Je ne refuse pas parce que je veux qu'il souffre. Je ne refuse pas parce que je ne vous ai pas pardonné, honnêtement, je suis encore en train de chercher ce que ce mot signifie dans le contexte de ce qui s'est passé entre nous. Je refuse parce que donner un rein n'est pas une petite chose. C'est permanent. C'est un risque réel pour ma santé. Et j'ai une fille et un mari et une vie que j'ai construite à partir de rien après que vous m'ayez tout enlevé. Et je ne peux pas faire quelque chose d'aussi permanent pour quelqu'un qui, quand cela comptait, m'a traité comme un problème à gérer plutôt que comme une personne à aimer. Silence. J'ai ajouté que si mon père était venu me voir lui-même, pas par ton intermédiaire, pas après un test sanguin, mais à n'importe quel moment au cours de ces 16 années pour dire qu'il avait eu tort, cela pourrait être une conversation différente. Mais il ne l'a pas fait. Et cela me dit quelque chose. Je comprends, a dit ma mère. Sa voix était à peine audible. J'espère qu'il trouvera un donneur, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'espère sincèrement qu'il aura plus de temps, mais cela ne peut pas venir de moi. Pas comme ça. J'ai raccroché et je suis resté debout dans ma cuisine pendant un moment. Je ne me sentais pas de la manière dont j'avais pensé que je me sentirais. Je m'attendais à du soulagement ou de la culpabilité ou à une sorte de décharge émotionnelle dramatique. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus calme, une sorte d'apaisement,
comme une maison après une tempête quand les poutres ont tenu et que tout est immobile. Derek m'a trouvé là quelques minutes plus tard. Il n'a pas posé de questions. Il a juste mis ses bras autour de moi par derrière et est resté là. « Ça va ?» a-t-il fini par dire. « Oui », ai-je répondu. « Je pense que ça va vraiment. » 3 mois plus tard, ma mère a rappelé. Mon père avait reçu un rein d'un donneur décédé. La transplantation avait été un succès. Il était en convalescence. Elle m'a annoncé cela sur le ton prudent de quelqu'un qui livre des nouvelles dont elle n'est pas sûre qu'elles seront les bienvenues. Je lui ai dit que j'étais contente. Je le pensais aussi. Elle a demandé très doucement s'il y avait une possibilité, à un moment donné quand les choses se seraient stabilisées, de rencontrer Lily proprement. Sans rien lui demander, juste la rencontrer. Elle a dit qu'elle comprendrait si la réponse était non. Elle a dit qu'elle n'amènerait pas mon père à moins que je le veuille aussi. Elle a dit qu'elle voulait seulement, et là sa voix est redevenue petite, elle voulait seulement connaître sa petite-fille si Lily le voulait bien. Je lui ai dit que c'était la décision de Lily, pas la mienne. Que Lily avait 15 ans et était plus que capable de décider elle-même qui elle laissait entrer dans sa vie, et que si Lily voulait une relation avec elle, je ne m'y opposerais pas. Et si Lily ne le voulait pas, je ne lui mettrais pas la pression. Ma mère a dit que c'était juste. Je suis monté et j'ai frappé à la porte de la chambre de Lily et je lui ai rapporté ce qui avait été dit. Lily a levé les yeux de son manuel scolaire, de la biologie de placement avancé qu'elle avait demandé à suivre un an plus tôt, et y a réfléchi un instant. Peut-être, a-t-elle dit. Pas encore, mais peut-être. Voilà où en sont les choses. J'ai 41 ans. L'entreprise de mon mari compte 16 employés et vient de signer un contrat avec un promoteur construisant un complexe à usage mixte à Plano. Derek se lève toujours tôt et rentre fatigué et il est, comme il l'a toujours été, complètement lui-même en toutes circonstances. Lily parle de l'université Johns Hopkins pour son premier cycle et me pose des questions détaillées sur la médecine auxquelles je peux parfois répondre et souvent non. Elle a l'éthique de travail de son père et sa stabilité, et quelque chose qui lui appartient entièrement. Une sorte de précision sur ce qu'elle doit aux gens et ce qu'elle ne leur doit pas. Une volonté de s'asseoir face à des choses compliquées sans les forcer à prendre des formes simples. Elle tient cette dernière partie de nous deux. Je pense que nous l'avons appris à la dure. Je pense toujours à ce que mon père a dit ce soir-là dans leur salon il y a 17 ans. Il a dit que je gâchais un avenir que la plupart des gens dans ce pays donneraient tout pour avoir. Il parlait de sa version de l'avenir. Celle où je devenais une version plus petite de lui et de ma mère. Où je reproduisais la dynastie, où tout restait exactement comme c'était censé être. Ce que j'ai réellement eu, c'est un homme qui a été présent chaque jour. Une fille qui pose des questions difficiles et accepte les réponses. Une carrière que j'ai bâtie de toutes pièces et dont je suis sincèrement fier. Une maison avec un chêne dans le jardin que Derek a planté l'année où nous avons emménagé, et qui dépasse maintenant la ligne du toit. Mon père a réparé des cœurs pendant 22 ans. Mon mari construit des structures qui supportent du poids pendant des décennies. J'ai passé 17 ans à m'assurer que les dossiers disent la vérité. Je me demande laquelle de ces choses ressemble à un véritable héritage. Je connais déjà la vérité.